Lucien boit la fin de son café. Bon, bonjour Lucien Cerise. Bonjour, merci pour cette invitation. Est-ce que vous m'entendez bien? Enfin, bon, Fort bien, on fort va bien. se tutoyer, mais bon, j'ai le réflexe de dire vous à chaque fois. Bon, Ouais, ça fait plus professionnel. oui, voilà. Bon, J'ai parce ceci que dit certains grands professionnels de la télé et de la radio qui me font grand reproche alors qu'on se connaît bien et qu'on se tutoie. Absolument aucun tutoiement. C'est pas professionnel, Nicolas Stagliani. oui, oui, Il faut, vous voyez. C'est vrai que sinon, on peut encourir ce reproche, et c'est pas totalement faux, d'être dans l'entre-soi et oui. et de nous séparer finalement de ceux qui nous écoutent, parce que nous tutoierons par rapport au vouvoiement. Bon, en tout cas, allez, on va respecter les règles de l'art, même si on est sur des médias justement qui ne visons pas nécessairement le professionnalisme tel les chaînes d'information en continu, mais justement essayons d'être un peu plus dans une certaine authenticité. Mais pas dans l'entre-soi, on est bien d'accord. Donc Lucien Cerise, il a une formation, on le rappelle, universitaire en philosophie ainsi qu'en sciences de l'information et de la communication. Son maître livre, réédité à plusieurs reprises, c'est Gouverné par le chaos, cette ingénierie sociale très spécifique dont on ne cesse de parler. Et je dirais que ce terme, lorsque vous l'avez employé, il y en avait très peu qui l'employaient. Aujourd'hui, c'est devenu une évidence qu'il y a ce gouvernement par cette tentative. Même le mainstream, des fois, le suggère en disant c'est quand même bizarre, pourquoi accroître toujours l'entropie, pourquoi accroître toujours le chaos, est-ce que ça arrange un certain système de diriger ainsi les États-nations dits modernes. Et en fait, en voie accélérée de barbarie, de retour à la barbarie et à l'ensauvagement, évidemment. Euh, quel est peut-être, est-ce qu'on commence, Lucien, on va faire un petit tour du monde, si vous le voulez bien, on va parler du Oui. Proche-Orient, de l'Ukraine, des élections américaines, et puis aussi de ce qui se passe, même si on n'en parle pas actuellement beaucoup dans les médias occidentaux, et pour cause, c'est que le monde est en plein basculement, et nous entrons dans le temps des fractures, pour paraphraser notre ami François Martin. Kazan, un autre monde est en train de se mettre en place. Peut-être débuter par cela, si vous le souhaitez, Lucien Cerise. En fait, j'aimerais bien plutôt débuter par justement en fait ce avec quoi vous avez fini en fait, hein, c'est-à-dire revenir. Enfin, Proche-Orient. je voudrais faire un petit commentaire justement sur l'entretien De de. Netanyahou sur Enfin, CNews voilà, avec Laurence Ferrari. pour Bah, je vous en prie. être Très un petit bien. peu dans la continuité. Oui, donc bon, voilà, j'ai vu quelques extraits. Donc bon, très clairement, bon, Netanyahou essaie de nous entraîner hein, dans sa guerre. C'est-à-dire qu'en fait, bon, euh, en réalité, ce qui se passe, c'est que l'armée israélienne n'a pas les moyens de ses ambitions. Hein. Ses ambitions, c'est quoi hein. Au-delà de Gaza, hein, c'est-à-dire au-delà de l'épuration ethnique hein, de Gaza, c'est le plan Oded Yinon, hein, c'est-à-dire en fait la refonte complète du Proche-Orient. Selon les intérêts d'Israël. C'est un plan qui avait été divulgué au début des années 80, hein, donc par un enfin, élaboré par un Israélien du nom de Oded Yinon, et qui est un peu la feuille de route, alors non seulement des Israéliens, mais aussi à une époque, donc des Américains, hein, des néoconservateurs, enfin les Straussiens hein, à l'époque, de George Bush fils, George Bush junior, mais même peut-être aussi de son père, hein, puisque les deux guerres en Irak obéissaient fondamentalement hein, à ce projet qui consiste en fait à tout détruire, en fait, hein, à détruire en tout cas les gouvernements, les États, hein, les États-nations autonomes, hein, indépendants des Occidentaux, donc l'Irak, la Syrie, le Liban, ce qu'on appelle aujourd'hui enfin, l'axe de la résistance, hein, depuis 2002 d'ailleurs, ce qui est un nom un peu parodique en fait, hein, puisque à une époque justement, les néoconservateurs, les Straussiens, enfin c'est en fait le lobby sioniste, le lobby pro-israélien aux États-Unis avait nommé la collusion de ces trois pays l'axe du mal. Hein, et donc, en fait, un peu pour se moquer de cette appellation, c'est en fait l'alliance de ces trois pays, enfin des forces gouvernementales de ces trois pays, avait choisi, enfin avait renommé l'axe du mal l'axe de la résistance. Donc, c'est quoi? C'est en fait le Hezbollah au Liban, le parti Baas en Syrie et les Pasdaran, hein, donc les gardiens de la révolution en Iran.
Donc, euh, George Bush père lance une première guerre en 1991 contre l'Irak, mais ne va pas jusqu'au bout. L'armée des États-Unis se retire. Ensuite, au prétexte du 11 septembre, l'armée des États-Unis remet le pied en Irak, mais n'a pas les moyens non plus d'aller plus loin. Bon, là, en fait, très clairement, Netanyahu aimerait bien relancer les opérations qui se sont arrêtées en Irak, qui ont été relancées d'ailleurs en Syrie, au prétexte justement du printemps arabe, mais qui ont été arrêtées là aussi par l'intervention de l'armée russe, à peu près en 2015, enfin, entre 2015 et 2019. Voilà, donc bon, Netanyahou reprend ce projet en fait de destruction totale des États-nations du monde arabo-musulman autour d'Israël pour refaçonner complètement le Proche-Orient sous tutelle israélienne et éventuellement plus ou moins occidentale. Donc en fait, là on a vu, alors ça fait lien, ça fait sens par rapport justement à la gouvernance par le chaos, Ouais. parce que bon, ça consiste en fait à dissoudre et coaguler. C'est l'expression là, issue de l'ésotérisme. De l'alchimie. Voilà, Sol et coagule. c'est ça, voilà. Sol. Donc, quand quelque chose de solide ne me plaît pas, je vais le dissoudre Oui. pour le recoaguler selon un nouvel agencement, selon une nouvelle architecture. Et ça s'appelle l'ingénierie sociale. Ça consiste à traiter finalement le lien social, un groupe humain, en fait, comme un objet tridimensionnel que je vais, comment dire, comme un objet malléable, un objet plastique que je vais en fait décomposer et recomposer. Une pâte à modeler. Voilà, c'est ça, voilà, donc que je vais liquéfier. On a vu Liquider. d'ailleurs. D'où le grand liquidateur qui est Emmanuel Macron. On le liquide. Voilà, oui, 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 On parce rend que c'est liquider, ça veut dire rendre liquide à l'origine. oui, oui, étymologiquement, oui. Et d'ailleurs, on a vu Jared Kushner, donc le gendre de Donald Trump, faire un tweet très intéressant où justement il se réjouissait des opérations de l'armée israélienne, en ces termes, il disait oui, le monde arabo-musulman que l'on perçoit souvent de manière très homogène, comme un bloc très solide, impossible à fracturer, en ce moment, en fait, est en train d'être liquéfié. Et là, alors là, c'était bon à la suite de frappes au Liban Sud. On voit que le conflit, alors au-delà de l'épuration ethnique de Gaza, le conflit les Israéliens essayent d'étendre le conflit et pour abattre le Hezbollah au Liban, et puis pour reprendre les opérations en Syrie. Et effectivement, bon, tu mentionnais que les Israéliens avaient soigné des terroristes en fait pendant des années, entre 2011 et 2015. Même il y a eu des déclarations, par exemple des officiels issus du Mossad qui ont dit nous on préfère Daesh à l'Iran. Voilà, tout est dit. Enfin, les Israéliens, enfin l'État profond israélien, le Mossad, préfère Daesh à l'Iran. Et Oui, ensuite, Netanyahou vient nous expliquer qu'il nous protège des contre les islamistes. terroristes. Voilà. Netanyahou avait posté sur sa propre page Facebook à une époque des photos qui le montraient en train de venir cirer la pince à des barbus dans justement des hôpitaux militaires de campagne. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, à l'époque, c'était en 2012 ou 2013. Je ne sais plus exactement. On ne parlait pas encore de Daesh, puisque Daesh est créé vraiment officiellement en 2014 là, par le mec avec sa Rolex. Là. Oui, Al-Baghdadi. C'est ça, Al-Baghdadi. voilà, oui. Oui, qui cachait mal sa Rolex pendant ses prêches. Étonnant. Voilà. Et avant, c'était les rebelles modérés, voilà, qui en Oui, fait, oui, bon, les c'était rebelles. Oui, les rebelles.
Voilà, et les Russes avaient dit oui, bon, nous allons les bombarder modérément, puisqu'ils sont rebelles modérés. Donc voilà, donc alors et Jared Kushner donc voilà bon se félicite se félicitait dans un tweet là il y a 2 semaines à peu près de ce que en fait voilà bon bah maintenant quelque part en fait tout redevient possible hein, pour les intérêts israéliens hein, et donc alors juste pour finir ce commentaire un peu long Non, euh, non, je vous en prie, continuez. Non, non, c'est pas long du tout. Au donc contraire. enfin ce tunnel hein, mais bon, donc, oui, voilà. Donc, en fait, le but, en fait, fondamentalement, hein, de Netanyahou, c'est de placer Israël dans un danger existentiel, hein, pour pousser l'armée des États-Unis à intervenir. Aussi Oui. longtemps que la survie d'Israël n'est pas en question, hein, aussi longtemps qu'il n'y a pas de danger existentiel pour Israël, les Américains, et puis même nous, enfin, je veux dire, les Occidentaux en général, n'ont pas de raison d'intervenir, hormis avec des livraisons d'armes ou je sais pas quoi, des conseillers, des forces spéciales, voilà. Mais il n'y aura pas de troupes au sol, hein, comme en Irak, avec une invasion territoriale en bonne et due forme, hein, comme en 2003. Pour arriver à cela, hein, pour que l'armée des États-Unis envahisse le Liban, puis essaye de réenvahir la Syrie, puis, alors bon, l'Irak c'est déjà à moitié fait. Enfin, là c'est une zone, on ne sait pas trop exactement ce qui se passe en Irak, mais bon, globalement c'est une autoroute pour arriver ensuite à la frontière est de l'Irak, c'est-à-dire en Iran. Voilà. Mais pour que l'armée des États-Unis puisse envahir l'Iran, bon, en passant par l'autoroute irakienne, il faut déjà hein, que la Syrie, hein, que comment dire, les frontières ouest, la frontière ouest soit déjà sécurisée pour les Occidentaux. Ça veut dire en fait épuration ethnique des Syriens, après épuration ethnique du Liban, qui elle-même succède à une épuration ethnique de Gaza. C'est ce que vous annoncez. Vous annoncez l'épuration ethnique de la Syrie. Ça sera après le Liban, l'acte 3 Alors, de ce remodelage. alors ça, c'est le projet israélien. Mais je pense que, Oui, bon, manifestement, en fait, les Occidentaux n'en ont plus les moyens. Hein, c'est-à-dire que, bon, déjà, si en 2011, hein, les Occidentaux ont choisi la stratégie de la révolution colorée, hein, c'est-à-dire le putsch déguisé en révolution populaire, et des mercenaires, hein, c'est-à-dire des forces spéciales, c'est que, déjà, en 2011, ils n'avaient plus les moyens d'une invasion hein, classique avec une armée conventionnelle, comme en 2003. Vous voyez? Donc, oui. c'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est que comment dire, bon, en gros, bon, l'Occident ne cherche plus vraiment l'efficacité, hein, on est dans l'idéologie woke, etc. Donc, bon, c'est pour ça, bon, voilà, on voit, enfin, toute la Ouais, puis promotion. il y a des missiles, il y a des drones, il y a tout un tas d'éléments qui feront très mal à une armée conventionnelle, même si sur le champ de bataille, la victoire serait acquise, mais avec combien de morts? On le voit, les drones changent complètement la donne de la guerre. C'est ça. Et puis bon, bah les Libanais, les Syriens sont chez eux, hein, voilà. Bon, donc là, parce que c'est difficile en fait hein, de justifier hein, moralement donc des opérations aussi lourdes. Donc en 2003, c'était possible parce qu'il y avait le prétexte du 11 septembre, qui est un attentat sous faux drapeau. Bon, là, on sait que Netanyahou a laissé faire le Hamas. Hein, je veux dire, bon, on a des sources, mais vraiment, là il suffit de se pencher L'Égypte, pour les Sissi, ramasser. mmh, Voilà, bon, par avait exemple, alerté. Yair Lapid, en fait, hein, même l'opposition israélienne a tout déballé. Là, on a des sources qui viennent de CNN, du New York Times, de la BBC, de Sputnik. Enfin, alors Sputnik, on va dire oui, mais c'est les Russes, donc Ah c'est ah! qualifié. Mais bon, Interdit. en revanche, bon, des sources qui viennent du New York Times, hein, de la BBC ou de CNN, là, on ne peut pas les qualifier comment dire, de complotistes. Donc, bon, voilà, ça, c'est un fait historique. Netanyahou hein, et les suprémacistes juifs, hein, c'est sa mouvance. Donc Netanyahou a laissé faire le Hamas. Et il savait parfaitement que le Hamas allait frapper. Donc c'est une technique aussi hein, pour avoir un prétexte ensuite pour lancer des opérations par réaction. Hein. Donc il y a le faux drapeau, et puis là c'est le laisser faire. Donc vous entretenez un potentiel d'agressivité hein, en quelque sorte hein, chez votre ennemi, et puis à intervalles réguliers, vous le laissez agir, hein, vous le laissez faire quand vous en avez besoin. Et ensuite, ça vous donne effectivement une raison hein, de réagir
de manière totalement disproportionnée. Hein. Là, les commentateurs sérieux, même pro-israéliens, le reconnaissent. Hein. Je veux dire, Bernard Kouchner, par exemple, récemment, voilà, a dit c'est la réaction israélienne est totalement disproportionnée. Et il a prolongé son raisonnement. Comment ne pas devenir antisioniste ou antisémite, je ne sais plus exactement le terme qu'il a utilisé. Non, mais antisioniste, en tout cas, se poser la question du sionisme idéologique et de ses conséquences, oui. Voilà, oui. Voilà, donc, alors que voilà, encore une fois, Bernard Kouchner est au-dessus de tout soupçon sur ces questions-là. Ah oui, c'est Lui se évident. pose des questions. Lui-même. Donc, et Aziza ne s'est pas énervé. Hein. Enfin, je veux dire, c'est comme si, en fait, il y avait même Frédéric Aziza, qui a quand même 50 points de QI en moins que Bernard Kouchner. Bon, Kouchner est quelqu'un d'intelligent. Bon, Aziza, je ne vais pas risquer le procès, mais bon, voilà. Donc, même Aziza avait l'air de comprendre hein, sur le plateau. Là, j'ai vu le petit extrait. Donc voilà, mais ça, voilà, on est dans la gouvernance par le chaos, en fait. Hein. C'est-à-dire que les Israéliens, les suprémacistes juifs, en réalité, n'ont plus d'autres possibilités que d'exposer leur population, hein, de mettre en danger Israël et les Israéliens, mais sur le plan existentiel, pour pousser l'armée des États-Unis et les Occidentaux derrière à intervenir au sol. Hein. Ça, c'est le projet. Mais au sol, pas au sol, seulement par des bombardements, au sol. non, le but, c'est vraiment de renverser complètement hein, les gouvernements, le gouvernement libanais, de reprendre les opérations pour renverser le gouvernement syrien. Ensuite, il y a l'autoroute irakienne, et ensuite, ils attaquent l'Iran. Mais bon, aujourd'hui, c'est totalement inconcevable. L'état de faiblesse hein, des armées occidentales qui sont devenues woke, hein, en fait, on sait que l'OTAN fait la promotion du LGBT hein, dans les armées occidentales. Voilà, ça va pas dans le sens hein, je dirais, d'une efficacité grandissante hein, de nos armées. Au contraire, on a l'impression de voir des gens en fait qui se suicident. Enfin, je veux dire, le colonialisme occidental, c'est terminé. Là, voilà. Je veux dire, en gros, en fait, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui En fait, hein, les Israéliens arrivent donc à frapper des civils, et c'est à peu près tout. Voilà. Et puis, l'OTAN arrive à envoyer des terroristes de toutes sortes en Ukraine, par exemple, et c'est à peu près tout. Après, la population, le fantassin ukrainien, lui, il y a déjà 3 millions d'Ukrainiens en Russie, 5 millions en Pologne, et puis il y a toute une diaspora, tout simplement parce que les Ukrainiens n'ont plus aucune envie de se battre. Donc voilà, si vous n'avez pas de chair à canon, comment voulez-vous faire la guerre hein Je veux dire, le tout technologique. Ils utilisent des proxys. Ils tentent d'utiliser des proxys, comme en Ukraine. C'est ça, voilà. Donc vous piochez hein, dans la population locale des jeunes, hein, des gens qui ont envie de se battre. Voilà. Donc en général, c'est des petits jeunes, hein, pleins de testostérone. Hein, et donc en Ukraine, ça va être dans la population d'extrême droite, hein, donc tout le milieu néo-nazi, bandériste, suprémaciste blanc. C'est ce qui m'a inspiré d'ailleurs un bouquin entier en fait, hein, parce que je me suis dit ce phénomène ukrainien est passionnant, hein, parce que comprendre la guerre là en Ukraine. Ouais. Le nazisme est toléré en Ukraine par les Occidentaux, hein, alors que le moindre souverainiste, le plus modéré. Et même encensé par Monsieur BHL. Voilà, oui. Et puis alors quand c'est pas l'extrême droite en Ukraine, on va piocher, hein, par exemple dans l'extrême gauche, hein, ça c'est plutôt en Occident woke, hein, dans l'Occident gauchiste. Hein. Alors il y a une région qui est un peu expérimentale, hein, c'est le Rojava. Hein, qui est au sud de à la frontière hein, entre la Turquie et la Syrie, où en fait, il y a une région en fait qui est occupée par des paramilitaires d'ultra-gauche hein, qui essayent de créer une utopie anarchiste. Ce qui en fait donc sans État hein, où en fait les municipalités, ça s'appelle le municipalisme, les municipalités, c'est des sortes de kolkhozes quoi en fait hein, qui fonctionneraient en fait en réseau, voilà, décentralisé. Voilà, et puis, alors voilà, donc vous pouvez piocher dans les milieux d'ultra-droite, d'ultra-gauche, et puis dans les milieux islamistes, hein, voilà, qui doivent être alimentés. Ce qui me fait dire d'ailleurs que, on avait entendu parler hein, du plan c'est Zemmour qui avait plus ou moins lancé ça comme rumeur, que les Israéliens avaient un plan qui s'appelait le plan Ronce pour purger les banlieues françaises des islamistes.
Mais en fait, c'est des bêtises. Parce que les Israéliens, enfin, l'État profond israélien a absolument besoin de djihadistes qu'il va piocher dans les banlieues françaises. Et donc, en réalité, l'État profond israélien, le Mossad, a absolument besoin d'entretenir l'islamisme en Occident en général. On les a vus en effet puiser abondamment pour former une partie de Daesh, indéniablement. Oui, bien sûr, oui, oui. Et puis bon, enfin, quand on a des amis, musulmans français, bon, bah, à intervalles réguliers, on tombe sur des recruteurs ou sur des pro-Daesh. Enfin, je veux dire, ça m'est déjà arrivé. Pourquoi? Parce que, comment dire, en fait, bon, la population musulmane en France, bon, bah, il y a tout un dégradé de nuances entre des musulmans modérés et puis des radicaux qui estiment que, par exemple, le gouvernement syrien est, comment dire, mécréant, parce qu'il est laïque. Le parti basse est laïque. Voilà. Et donc, il faut le renverser pour justement reconfessionnaliser la Syrie. Et j'ai déjà échangé aussi avec des Turcs qui disaient, oui, voilà, vive Erdogan. Pourquoi? Parce qu'il a relancé l'islam en Turquie après plusieurs dizaines d'années d'acculturation. C'est-à-dire qu'en fait, la laïcité en Turquie, pour eux, est perçue comme un phénomène d'acculturation. C'est pas totalement faux. Voilà. Et donc voilà, donc à intervalles réguliers, enfin quand on a un réseau, comment dire, d'amis ou de proches, enfin ou de gens avec qui on discute parmi les Français musulmans, bon bah on tombe régulièrement sur des gens qui soutiennent au moins moralement l'islamisme et des opérations paramilitaires, en fait, de type terroriste en Syrie, notamment pour renverser le régime mécréant, le régime, comment dire, laïque. Enfin voilà, bon, donc voilà. Oui, donc ils utilisent, alors qu'on est censé condamner évidemment l'islamisme et le terrorisme, ils utilisent en effet ce qui est typique de la logique des anglo-saxons, et c'est pas nouveau d'ailleurs, ce mode de fonctionnement, d'utiliser justement leurs pires ennemis, mais avec des conséquences qui parfois peuvent les dépasser aussi. Oui, oui. Et puis donc, parce que à la fin, finalement, bon, par exemple en 2015, bon, moi j'ai suivi tous les développements en Syrie attentivement depuis 2011, parce que bon, j'ai compris que si le gouvernement tombait, c'était la fin du monde. Enfin voilà, c'était en fait l'établissement effectivement d'un régime sous tutelle occidentale, mais avec des barbus coupeurs de tête, comment dire, au gouvernement, mais ce qui n'empêcherait pas d'organiser la Gay Pride. Parce que ça va ensemble, comme en Ukraine. C'est pour ça aussi que ce dossier m'a fasciné, puisque en 2014, qu'est-ce qu'on voit suite au coup d'État Euromaïdan, suite à la révolution colorée? C'est en fait tout l'arsenal juridique LGBT qui est voté et qui commence à se mettre en place, et en même temps, tous les groupes néo-nazis qui prennent le contrôle de l'État profond, et de l'État tout court. Voilà, donc en fait, on voit des tendances politiques ou idéologiques qui normalement s'excluent mutuellement, c'est-à-dire en fait une droite, une ultra-droite racialiste, raciste, suprémaciste, etc. Et en même temps, en fait, le pire produit de la décadence occidentale qui avance en parallèle, et qui même parviennent finalement à travailler ensemble sur le dos d'un ennemi commun qui serait la Russie, enfin qui est la Russie pour eux. Dans les milieux souverainistes, parmi nos meilleurs intellectuels les plus inspirés, il y avait cette crainte au moment justement de la guerre en Syrie, de cette alliance redoutable qui en effet aurait, s'ils avaient réussi à se joindre à ce moment-là, détruire le monde. Et il faut reconnaître encore une fois qu'on doit une fière chandelle aux Russes et à Poutine qui a permis d'éviter cette jonction qui était démoniaque. Voilà, et aux Syriens. Et aux Syriens, bien sûr, je parle des Russes, et évidemment de ceux qui, en Syrie, ont conservé évidemment leur soutien au gouvernement légal. C'est ça, et aux Syriens, au Hezbollah et aux Iraniens, enfin aux Pasdaran, qui ont soutenu de manière, comment dire, totalement implacable, voilà, le gouvernement syrien, qui lui se bat vraiment, en fait, pour la civilisation, et qui fait, qui lui, fait ce que Netanyahou s'attribue, en fait, c'est-à-dire que Netanyahou attribue
accorde aux Israéliens, enfin attribue aux Israéliens un combat civilisationnel contre la barbarie. Non, 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 c'est pas Israël qui fait ça. En fait, notre véritable barrage contre la barbarie islamiste, c'est cet axe de la résistance qui va du Hezbollah aux Iraniens en passant par la Syrie. Et c'est en fait tout doit être inversé. Et, Quand vous dites, ce qui est aussi, j'ai envie de dire, fait que ce scénario du pire ne se réalise pas, Lucien Cerise, en tout cas selon moi, mais je vais vous demander votre avis, puisque c'est vous notre invité principal aujourd'hui, et ça nous permet d'aller sur un second thème, qui est l'élection américaine. Il me semble aussi que ce petit grain dans la mécanique qui a tout grippé en 2016 avec l'élection de Trump a aussi beaucoup fait, parce qu'en 2016, rappelons-nous, Hillary Clinton sabrait déjà le champagne en début de soirée, et puis dans la nuit, elle perd les swing states fatidiques, et c'est finalement Donald Trump qui l'emporte, et il se disait à l'époque, dans les chancelleries, qu'ils attendaient l'élection d'Hillary Clinton, parce que Clinton, c'est pas Obama, et c'est encore un autre élément de l'État profond, certainement le plus féroce, des néoconservateurs démocrates. Et donc, il était question d'attaquer très rapidement l'Iran, suite à l'élection d'Hillary Clinton. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme souhaité. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, les mondialistes ont perdu du temps dans ce solve et coagule, dans cette dissolution du monde pour sa recomposition. Et souvent, on le dit dans l'histoire, le temps perdu, comme dans la vie en général d'ailleurs, ne se rattrape jamais. On a l'impression qu'il court aujourd'hui, qu'il y a une course de vitesse, mais qui court après l'agenda initial, et que l'élection américaine de 2024 va avoir un rôle important dans la suite si j'ose dire, des festivités. Oui, tout à fait, parce que bon, ensuite il ne faut pas se leurrer, hein, en fait. Hein. Donald Trump est parfaitement sioniste, hein. Même peut-être plus que les Juifs américains qui votent pour le Parti démocrate, hein, qui sont souvent de gauche et qui se fichent un petit peu du sort d'Israël. Bon, Donald Trump, voilà, c'est son éducation protestante. Hein, il s'identifie au peuple élu. Hein, donc il s'identifie à la mythologie biblique et hébraïque, hein, et donc il est parfaitement sioniste et pro-israélien. Mais il n'est pas fou. Voilà, c'est la différence. Après, voilà, donc il va falloir introduire des nuances, hein, à l'intérieur du monde sioniste, hein, du monde pro-israélien. Voilà. Et évidemment, il vaut mieux Trump à la Maison Blanche, hein, que Kamala Harris, qui elle en fait se fiche totalement d'Israël. Enfin, le Parti démocrate. Hein. Il faut vraiment reconstituer, hein, en fait une histoire, hein, du Parti républicain, du Parti démocrate. Oui. Sinon, enfin, moi, je vois sur les réseaux sociaux ou même dans des discussions, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'y comprennent rien, hein, et qui perçoivent Donald Trump comme un anti-sioniste. Alors, c'est quand même un peu gonflé, c'est complètement délirant même, en fait, hein, et qui perçoivent le Parti démocrate. Il n'y a aucun antisioniste qui puisse de toute façon espérer l'emporter aux États-Unis sur une élection présidentielle. Je pense que de toute façon, c'est une donnée de fait. Oui, en fait, alors, malgré tout, Barack Obama était notoirement indifférent aussi à la question israélienne. Alors oui. Son mentor, Zbigniew Brzezinski, s'était exprimé publiquement, hein, parce que faut en fait reconstituer un petit peu, hein, l'histoire, en fait, et quels sont les groupes de force, quels sont les groupes de puissance, hein, derrière les partis. Le Parti démocrate, c'est le parti de gauche. Hein. Donc derrière le Parti démocrate, hein, vous n'avez pas des religieux, donc vous risquez pas d'avoir des sionistes. Hein. Donc en fait, effectivement, qu'il faut faire alliance avec Israël, hein, y compris pour le Parti démocrate, il faut apporter son soutien moral, voire plus, à Israël. Mais bon, la base du Parti démocrate, hein, elle est carrément anti-sioniste aujourd'hui. C'est tous les milieux. On rappelle, Lucien Cerise, que Trump, à l'origine, était démocrate. Et c'est possible, ouais, ça je me souviens Et pas. pas seulement parce que new-yorkais, mais il était démocrate. Il a ensuite. Je pense que moi là-dessus, je partage pas totalement votre opinion. Je pense que Trump est Alors les électrons libres, c'est une hérésie, ça n'existe pas dans la nature. On est d'accord. Il n'y a pas un électron tourne obligatoirement autour de quelque chose. Mais cette idée que Trump dépasse
Le parti, d'ailleurs, et toute une partie des éléments du parti républicain lui sont très hostiles, et c'est les plus sionistes, les Bush, toute cette bande-là, qui d'ailleurs va soutenir le candidat démocrate. Et ça fait quelque temps déjà que c'est le cas. Donc il y a Bah, quand même une recomposition. Moi, mm, les démocrates de gauche, oui, enfin jusqu'à une certaine. Il y a aussi des néoconservateurs à gauche. À ma connaissance, Johnson n'était pas un républicain. mm. Ah bah, il y a en fait, si vous voulez, enfin, les deux grands partis, hein, de gouvernement sont des bastions, des forteresses qui peuvent être infiltrées, hein, et en fait subvertis, hein, piratés et détournés, hein, de leur finalement de leur trajectoire, on pourrait dire intrinsèque. C'est-à-dire que le parti républicain, c'est vraiment le parti conservateur, le parti religieux, donc sioniste, forcément. Aux États-Unis, ça marche comme ça. Dont les petits partis. Voilà, c'est ça. Mais aussi anti-mondialiste aujourd'hui, hein, parce Ouais. que là, en fait, bon, quand on a quelques années, on voit les choses sur le long terme. Enfin, je veux dire, bon, là, en fait, on a vu vraiment un renversement, hein, du Parti républicain au fil des années, enfin, un basculement, hein, qui était donc le parti sioniste, mais aussi impérialiste, dans les années 2000. Hein, donc, quand George Bush fils, hein, était à la barre, était à la Maison Blanche, et qu'il était littéralement encerclé par effectivement des sionistes, interventionnistes, hein, expansionnistes, bellicistes, va-t-en-guerre. C'était tout le groupe là des Straussiens. Mais on a l'impression qu'il y a eu une purge, une auto-purge quasiment, en fait, du Parti républicain, hein, et que les Straussiens sont passés plutôt au Parti démocrate. Moi, je me souviens en 2016 d'un communiqué de Paul Wolfowitz, hein, qui était le chef, enfin, qui fait partie du cœur nucléaire, hein, de ce mouvement straussien, donc de sionistes, enfin, va-t-en-guerre, qui était d'ailleurs le chef du Pentagone à une époque, et qui avait dit Donald Trump est dangereux. Bon, dangereux, certainement pas pour les Américains, ni pour la paix dans le monde. Il était dangereux en réalité pour la tendance sioniste, expansionniste, enfin, ou du moins qui utilise l'armée des États-Unis, hein, pour ses buts de guerre. Donc, Trump est sioniste, mais en fait n'a pas l'intention de laisser l'armée des États-Unis, hein, en fait être piratée en quelque sorte pour des buts de guerre, hein, qui ne sont pas ceux des États-Unis. Et donc, bon, d'où la tendance isolationniste de Trump. Donc, en fait, on a affaire à un parti républicain qui est toujours aussi sioniste au sens culturel, et même idéologique et politique et géopolitique que sous George Bush fils, mais qui est devenu isolationniste. Vous voyez, il y a donc deux. Et en fait, les deux tendances, pour certaines personnes, en quelque sorte, seront perçues comme contradictoires. Parce qu'il y a des gens qui considèrent que le sionisme est forcément expansionniste, impérialiste, colonialiste. Ce qui est vrai et faux en même temps, en fait. En réalité, tout peut être ambivalent à ce niveau-là. Parce qu'on est sur des unités, enfin du temps long, et puis des grosses, comment dire ça, des groupes de puissance, en fait, qui sont pleins de contradictions. Mais bon, une chose est Peut-être certaine. aussi que le sionisme n'est pas le seul élément structurant de la décision politique, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Non, mais voilà, c'est ça. Et de fait, par exemple, au Parti démocrate, bon, là, on a plutôt un club de transhumanistes, hein, woke, etc., et qui estiment que de toute façon, les États-nations, ça appartient au passé. Hein, là, on est dans le mondialisme, à l'état chimiquement pur. Et ça, Ouais. c'était Brzezinski, hein, qui s'est fait connaître en 1971 par un livre, hein, sur la cybernétique, hein, sur la technotronique à l'époque, c'était le terme à la mode. Hein, donc, on voit que, en fait, bon, Brzezinski est plutôt, hein, dans la technophilie, et puis le dépassement des nations, et qu'il est plutôt anti-russe. En fait, c'était vraiment la tendance anti-russe. Oui. Que les conservateurs aujourd'hui, hein, aux États-Unis, hein, Trump, etc., sont plutôt pro-russes, mais anti-iraniens. Là où le Parti démocrate, hein, sous Obama, hein, bon, enfin, c'est pas par hasard qu'il avait signé, hein, le texte là sur comment dire, sur le nucléaire iranien, qui favorisait, hein, enfin qui donnait l'impression de favoriser le développement de l'arme nucléaire en Iran. Et Netanyahou ne pouvait pas sentir, enfin ne pouvait pas supporter Obama. Et Netanyahou préférerait préfère le Parti républicain, c'est évident, enfin pour tout un tas de raisons. Donc voilà, donc on a affaire en fait à Il préfère le Parti républicain, vous êtes sûr qu'il ne cherche pas à hâter les choses pendant la vacance du pouvoir actuel, puisqu'on sait bien que
Sleepy Joe n'est pas aux commandes et que derrière, ça a l'air de branler dans le manche actuellement. Ben, en fait, au Parti démocrate, hein, bon, évidemment, Kamala Harris, quand elle est sur les plateaux de télévision, elle va dire vive Israël, c'est évident, et abat le Hamas et abat les barbus, etc. Bon, mais faut bien savoir que la base électorale du Parti démocrate est soit indifférente à Israël, soit carrément anti-israélienne, et qu'il y a de nombreux cadres, hein, là, toute la jeune génération, là, notamment une américaine d'origine hispanique là, dont AOC, en fait, c'est les lettres, c'est comment dire, pas l'anagramme, juste quand on, enfin, c'est Alexandra Ortez. Je ne connais pas, je ne peux pas vous aider. Ouais, enfin bon, enfin ce que je veux dire, c'est qu'en fait, bon, quand on regarde un petit peu, quelle est la nouvelle génération du Parti démocrate, hein, ils sont tous woke, pro-LGBT, pro-OMS, pro-dictature sanitaire, et plutôt pro-palestinien. Enfin, c'est une Et alors, tendance. c'est plutôt pro-palestinien. Est-ce que, moi, mon analyse au départ était que l'électorat démocrate est divisé entre des pro-israéliens et des pro-palestiniens, et que c'est ce qui va sonner d'ailleurs la défaite inéluctable, selon moi, même s'ils trichent autant qu'ils le veulent, de la candidate démocrate. Et d'ailleurs, pour ça que personne ne voulait vraiment y aller, et ils l'ont envoyé au casse-pipe, parce que je pense que c'est impossible d'avoir un discours de synthèse. Alors, elle essaie de faire de l'eau tiède, hein, comme toujours, lorsqu'on a une fracture au sein de son propre camp. On a pu le voir avec Éric Zemmour, hein, j'en parlais hier encore. Hein, Zemmour, il monte à 20%, tout un tas de patriotes votent pour lui. Et puis il n'a pas cette capacité de synthèse pour dépasser un certain nombre de divisions au sein des patriotes, et il termine sur un vote communautaire à quelques pourcents, avec les gens de Neuilly, du 16e arrondissement et de Nice qui votent pour lui, et puis point barre. Est-ce que c'est pas un peu la même chose avec Kamala Harris, c'est-à-dire qu'on le voit, il n'arrive pas, parce que ce n'est pas possible, de trouver une synthèse justement entre les pro-palestiniens et les pro-israéliens. Ceci dit, je crois que vous avez trouvé le nom de la personne que vous cherchiez, Oui. vous cherchiez le nom. Voilà, donc c'est Alexandria Ocasio-Cortez, Voilà. et voilà, bon, donc une jeune femme, d'origine hispanique. Plutôt pro-palestinienne, donc. Oui, oui, enfin, et en fait, bon, si vous voulez, en fait, c'est toute la, comment dire, toute la hiérarchie intermédiaire, en fait, Mais hein, du parce qu'il y a quand parti. même toute une partie du Parti démocrate, la côte ouest, Hollywood, et puis aussi New York et la côte est, qui est quand même très pro-sioniste, Lucien Cerise. Non, c'est pas comme ça. On peut pas dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne donneront pas leur vie pour Israël. Euh, si vous, Ah oui. si vous Et qui va cherchez, donner? Vous en connaissez beaucoup aux États-Unis qui donneraient leur vie pour Israël, selon vous? Oui. bah, le Parti républicain regorge. Hein, les milieux conservateurs religieux sont bourrés, hein, d'Américains WASP, prêts à donner leur vie pour Israël. Oui, oui. Si Israël est menacé, hein, dans sa survie même. Hein, oui. Bon, aussi longtemps que le Hezbollah n'est pas, hein, en banlieue de Tel Aviv ou de Jérusalem, bon, ils n'ont pas forcément de raison d'intervenir plus que ce qu'ils font déjà. Mais l'Américain, Moi, en tant que chrétien, j'ai pas envie d'avoir le Hezbollah dans les banlieues de Jérusalem non plus, hein, pour tout vous dire. donc, oui, ouais, oui, bon, moi, bon, bref, en tout cas, On verra. enfin bon, je sais pas, bon, moi, je suis pas très croyant, donc, enfin, mais Mais disons vous êtes que jeune. bon, Ouais. je me sens moins concerné, enfin, émotionnellement, par ce qui se passe en Palestine. Hein, enfin, donc, mais bon, en tout cas, il y a des gens aux États-Unis, hein, qui se sentent très concernés par ce qui se passe en Palestine. Hier, là, j'ai déjeuné avec Raphaël, on parlait, enfin Raphaël Beslu, on parlait justement de la mentalité, hein, américaine, du WASP normal, quoi, enfin de l'américain moyen, en fait, qui est bien révélé dans un film, hein, qui est un vrai chef-d'œuvre, hein, qui s'appelle Ben-Hur. Hein, vous vous souvenez, c'est un péplum qui dure 4 heures, et en fait, voyez ou revoyez ce film,
Et là, vous allez vraiment comprendre en partie, notamment toutes les parties sur les premiers chrétiens. Hein, parce que bon, bah, Ouais. il y a Ouais, les- il y a- c'est dur, ouais. Mhm. voilà, alors, il y a les grandes scènes de, comment dire, spectaculaires, hein, donc la bataille navale, la course de chars, etc. Il y a toutes les scènes intimistes, etc., qui mettent en scène en fait bah, une famille juive, hein, une famille comment dire, de bourgeois juifs sous contrôle romain, hein, puisque Mhm. c'est l'époque ça se déroule à l'époque de Jésus en fait, hein, l'action. Et donc en fait, bon bah voilà, c'était donc l'Empire romain, hein, donc et puis alors il peut y avoir on voit le film met en scène donc un aristocrate juif, hein, joué par Charlton Heston, et un romain qui sont de bons amis d'enfance en fait, hein, mais qui deviennent des ennemis à mort en fait, hein, parce que le romain dit à son ami juif, écoute, laisse tomber ton peuple, hein, et rejoins-nous à Rome. Et tu auras un destin extraordinaire parce que tu as plein de qualités et de compétences. Et Bénur dit non, 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 je reste avec mon peuple juif, et de toute façon, vous les Romains, même si je t'aime beaucoup à titre individuel, vous êtes les envahisseurs. Je dois libérer, hein, mon pays de votre tutelle romaine. Et donc là, il se fâche à mort et ça se finit dans le sang. Enfin, je veux dire, en fait, en gros, le Romain finalement parvient à envoyer le Juif dans les galères, pour faire du, comment dire, comme en tant que galérien, quoi, en fait, hein, et enfin bref, bon, il y a tout un, non mais franchement, il faut le voir. Et puis donc en fait, c'est un hommage au peuple juif, hein, réalisé par des WASP, hein, par des white anglo-saxons protestants, et on voit bien comment ils s'identifient aux juifs, parce que c'est-à-dire puisque la dernière partie du film met en scène, hein, les premiers chrétiens, et qui sont tous évidemment issus du milieu juif, hein, local, et on Ce voit. sont les judéo-chrétiens, mais enfin, ils ont ces fameux. On a de nombreux historiens qui ne vont pas dans l'histoire officielle exacte et qui connaissent et rappellent l'influence des judéo-chrétiens, et Mmh, aussi sur la création de l'islam, hein, Lucien. oui. Oui, aussi, oui, oui, oui. Et donc, en fait, bon, bah, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce film, hein, est la mise en scène, hein, mise en scène cinématographique de l'imaginaire collectif des protestants américains. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, il n'y a pas de rupture, hein, entre les juifs et les chrétiens. D'ailleurs, et donc ça met le fait que le christianisme soit issu, mais de manière, comment dire, sans rupture en fait, hein, du judaïsme, est parfaitement mis en scène avec beaucoup d'empathie, hein, dans ce film. Donc, si vous voulez comprendre la Déjà du mentalité. révisionnisme historique et religieux. Ben, ça. Ah ben, mais c'est le problème, si vous voulez, c'est que en fait, même si c'est faux, hein, même si c'est du révisionnisme, c'est comme ça que fonctionnent les conservateurs aux États-Unis, hein, et depuis des siècles. Hein, Ah, mais c'est une erreur terrible d'appréciation, évidemment. Il faut oublier la destruction du temple, il faut oublier la réforme, qui fait que nous sommes dans un judaïsme aujourd'hui qui n'a strictement rien à voir. Et à voir avec quoi? Avec des pharisiens? Avec ah qui? oui. Avec quelle catégorie de juifs? Enfin, tout ça Mmh, est une aberration, évidemment. Et simplifié à l'extrême, voilà à quoi on en arrive. mmh. Et Netanyahou, hein, qui est rusé comme un renard, justement, est très habile pour exploiter, hein, cette mémoire collective des Américains, hein, pour que l'armée des États-Unis fasse la guerre finalement pour lui. Et bon, alors ça marche moins peut-être effectivement en Europe, hein, parce que bon, nous sommes tellement laïcisés, déchristianisés, que de toute façon, voilà, bon, même les protestants se fichent un petit peu d'Israël. Donc, il n'y a pas Bah, les catholiques n'étaient pas spécialement non plus grands admirateurs des juifs, hein. Rappelons qu'ils longtemps étaient considérés comme le peuple déicide, hein. Mmh. Mais bon, enfin, je veux dire, en fait, ça peut être un angle d'attaque rhétorique, hein, en termes de stratégie, hein, de fabrique du consentement à la guerre, etc., que de rappeler les liens, hein, entre catholiques et juifs. Bon, moi, quand j'étais au catéchisme, hein, je suis désolé, hein, mais on lisait l'Ancien Testament, on lisait la Torah, hein, sauf qu'on appelait ça le Pentateuque.
Voilà, mais je veux dire, que ce soit au caté le mercredi matin ou à la messe le dimanche matin, ou quand j'étais au scout, etc., etc., et dans mon collège privé avec un crucifix au-dessus du tableau noir, eh bien, voilà, on nous citait des phrases issues de l'Ancien Testament. Hein, voilà, donc bon, même en tant que catholique, nous avons une imprégnation culturelle. Hein, aussi hébraïque, hein, on peut pas le nier. Alors cette imprégnation, en fait, elle est totalement assumée et revendiquée politiquement par les conservateurs américains. Hein, enfin, qui sont en quelque sorte beaucoup plus, qui se sentent concernés individuellement par le sort des Juifs. Alors que ça s'est totalement estompé effectivement dans les milieux catholiques européens. Voire même il y a un anti-judaïsme, un antisémitisme catholique qui s'est développé et Et qui a toujours existé, hein, je vous assure, a toujours existé, mais qui a pu donner un terreau à une forme d'antisionisme, oui, aussi. Ouais. Mais bon, fondamentalement, D'ailleurs, l'antisionisme, il est à gauche, hein, je veux dire, en France comme aux États-Unis. Hein. Bon, ben, moi, je viens des milieux de gauche, extrême gauche, ultra gauche. Hein. C'est là-dedans que j'ai baigné pendant, je sais pas, 15 ans, plus 20 ans de ma vie. Enfin, mais quand je me suis inscrit, enfin, c'est un parcours que j'ai eu à partir de mon inscription à l'université de Paris 8, hein, l'université donc qui avait été créée sur les bases de mai 68, hein, dans les années 1970. Dès que vous arrivez à Paris 8, hein, vous tombez très rapidement sur des gens qui portent le kéfier, sur des annonces de conférences pour libérer la Palestine, etc. Et ça depuis des dizaines d'années. Hein. Enfin, donc c'est. J'aime bien un internaute qui dit, alors là, quelque chose auquel moi j'adhère totalement, il y en a qui se frottent les mains, ces chrétiens qui confondent systématiquement les Hébreux et les Juifs. Merci. Il y a déjà le mosaïsme et puis il y a le reste. Il ne faut pas confondre, à mon avis, les Hébreux et les Juifs. Je suis d'accord en tout cas avec cet internaute. Mais bon, ce n'est qu'un élément de la discussion. Lucien, continuez, hein, je vous en prie. En fait, cette confusion, enfin cette continuité entre hébreux et juifs, de toute façon, fait partie de la structure mythologique des protestants américains Alors voilà. qui possèdent l'organisation politique probablement la plus puissante du monde occidental, qui s'appelle le Parti républicain. Voilà. Qui est capable effectivement donc de diriger les États-Unis, hein, qui a encore de beaux restes. Hein, on ne peut pas non plus dire que les États-Unis sont déjà effondrés, c'est pas le cas. Voilà. Mais donc il faut tenir compte de cette mythologie du christianisme sioniste. Ouais, bien d'accord. Voilà, et parce que bon, en général, les Français n'y connaissent rien et n'y comprennent rien. Et surtout, ils ne comprennent pas que si on cherche des pro-palestiniens et des antisionistes aux États-Unis, c'est au Parti démocrate qu'on va les trouver. Malheureusement, hein, il y a une espèce d'alchimie de séparation des composants idéologiques des partis. C'est que le Parti démocrate aujourd'hui, c'est aussi le parti anti-russe à mort. Pro-OMS, pro-dictature sanitaire, pro-LGBT, pro-wokisme et anti-occidental. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une répartition des rôles qui s'est faite et une sorte de répartition des composants idéologiques. Hein, on pourrait parler de mémétique si on file la métaphore entre finalement comment dire, les idées et si on les compare à des processus matériels, il y a une séparation chimique qui s'est faite entre les occidentalistes, en quelque sorte les partisans d'un suprémacisme occidental, donc d'un suprémacisme américain et européen, qui a fusionné avec le suprémacisme juif. C'est comme ça. Et vous avez tous les anti-occidentaux, tous les anti-sionistes, mais qui menacent aussi la civilisation occidentale, qui eux se retrouvent au Parti démocrate. Et ça, ce nouveau clivage que j'ai vu se dessiner, puisque moi je circule de l'ultra-gauche à l'ultra-droite depuis maintenant 30 ans. Donc je sais comment fonctionnent les milieux, et j'ai vu la recomposition se faire en direct, sous mes yeux. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec... en fait, honnêtement, moi, si j'étais aux États-Unis, j'aurais vraiment un problème de conscience, parce que bon, je sais que la politique israélienne n'est pas soutenable, on ne peut pas la soutenir, donc j'aurais tendance à aller vers le Parti démocrate, où c'est là que vous avez
tout l'électorat et tous les cadres critiques vis-à-vis d'Israël. Le problème, c'est que voilà, je suis devenu conservateur avec les années et tout ce qui est LGBT, en fait, ne passe pas. Enfin, c'est pas possible. Et c'est pour ça que tout est. Moi, ce que j'aurais envie de dire par rapport à ces questions perpétuelles sionistes, antisionistes, c'est que la décision politique et l'opinion et la conscience, elle est multifactorielle. Un des éléments, c'est le sionisme, mais Trump, pour parler que de lui, il y a d'autres éléments structurants, l'action politique et la vie politique aux États-Unis, dont l'impérialisme versus une politique beaucoup plus centrée sur les États-Unis et sur leur précaré américain. Et ça, par contre, pour Trump, c'est à mon avis un élément majeur de sa décision politique, peut-être plus d'ailleurs que Israël et les sionistes, et donc le pousserait à dire moi je ne veux pas d'aventure impérialiste avec moi. Et c'est un peu ce qu'on a quand même. On juge l'arbre à ses fruits. Pendant 4 ans, il n'y a pas eu de foyer de conflit majeur sous la présidence. Vous êtes d'accord avec ça, Lucien? Mais complètement. Mais bon, si je pouvais voter le 5 novembre, je voterais sans hésiter une seule seconde pour Donald Trump, comme j'aurais voté pour lui sans hésiter une seule seconde en 2016, pardon. Parce que je crois que oui, c'est ça, l'élection. Oui, 2016, 2020. 2016, voilà. Il est élu, 2020, il est battu. Et 2024, voilà. On va savoir. Même si dans les meetings de campagne, en fait, vous n'avez que des sionistes autour de vous, des gens qui sont pro-israéliens à fond. Voilà, c'est comme ça, voilà. Les Trumpistes, les Trumpistes de France, que je fréquente et que je connais, en effet, c'est un sujet, voilà, sur lequel... Oui, voilà, c'est ça, voilà. Et nous, on est orphelins, en quelque sorte. Enfin, les gens qui essayent finalement, de soutenir une troisième position, on est obligé, finalement, de circuler entre deux positions majeures, c'est-à-dire, en fait... finalement une droite conservatrice qui est lourdement pro-israélienne, et puis en fait une gauche qui elle effectivement en France est clairement antisioniste et pro-palestinienne, mais qui nous menace en tant que civilisation avec et qui menace même l'espèce humaine avec le LGBT en réalité. Un internaute dit Trump, c'est business as usual. Il y a aussi cette dimension du simple business chez Trump. Et pour revenir sur les amis républicains overseas, les républicains en France, moi j'ai pu constater, en tout cas surtout entre 2016 et surtout en 2020, lors de la campagne de 2020, qu'ils étaient quand même beaucoup gênés aux entournures. C'est-à-dire que le républicain traditionnel expatrié américain, c'était quand même un second choix, Trump. Il ne le disait pas toujours, mais et ils étaient en effet, alors là, d'un sionisme enthousiaste. Il y a des choses qui les a toujours dérangés aux entournures. Et je le rappelle vraiment, Trump, et c'est pas seulement parce qu'il était un entrepreneur new-yorkais, mais est arrivé dans un second temps. On rappelle qu'il était l'ami de beaucoup de ceux qui ont été les présidents américains et qu'il a fustigé par la suite. Oui. C'est un itinéraire particulier. Oui, mais il faut s'en féliciter puisque en fait, c'est une évolution positive du Parti républicain. Je veux dire, j'aurais jamais pensé moi en 2003, quand les États-Unis envahissent l'Irak. Et puis dans les années 2000 en général, c'est-à-dire sous le mandat de George Bush fils, j'aurais jamais pensé une seule seconde que je soutiendrais ce parti un jour dans ma vie. C'est inconcevable totalement. Là, dans les années 2000, il fallait soutenir le Parti démocrate. C'était question, je dirais, normale. Enfin, c'était pour les gens normaux, en fait. Enfin, pour les gens qui réfléchissent un peu, le Parti républicain, c'était le parti des brutes épaisses. Qui cassent tout. Et en fait, là, on pouvait être, en quelque sorte, on pouvait être pacifiste, anti-sioniste, etc., et anti-républicain, et anti-conservateur, et progressiste. On pouvait être de gauche, sans état d'âme à l'époque. Et ensuite, il y a eu cette nouvelle répartition des ingrédients idéologiques qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux plus être de gauche.
mais c'est-à-dire de gauche aveuglément, quoi. Si les gens de gauche, hein, aujourd'hui, ils votent démocrate, mais si vous êtes blanc, c'est contre votre intérêt. Parce que le wokisme est un racisme anti-blanc, fondamentalement. Et c'est contre l'intérêt de vos enfants, hein, puisque, bon, on va les éduquer à la pédophilie ou ce genre de choses. Et il faut aussi rappeler quelque chose de très important. Aujourd'hui, c'est le Parti républicain, hein, qui est en première ligne contre l'OMS, hein, et contre la dictature sanitaire. Là aussi, on a vu en fait quelque chose se révéler, c'est que c'était les milieux conservateurs, ultra-conservateurs et ultra-sionistes aux États-Unis qui se rebellaient le plus contre la dictature sanitaire qu'on a subie de 2020 à 2022. Voilà, c'est comme ça, parce qu'ils sont aussi, en fait, ils sont contre toutes les ingérences mondiales ou mondialistes de l'OMS. Hein, ils sont aussi, bon, anti-avortement, voilà. C'est Il y les a un milieux. côté libertarien, ça que l'on a guère évoqué. Et d'ailleurs, question sur ce sujet avant d'évoquer d'autres contrées du monde, peut-être. Euh, que pensez-vous de la figure de l'éventuel vice-président de Trump, J.D. Vance, sachant que Mike Pence, lui, alors là, pour le coup, qui a trahi Trump d'ailleurs de la pire des manières à la fin de son mandat, et était lui, alors là, pour le coup, un évangéliste protestant, Mmh, totalement issu plus ou moins de Tea Party, totalement sioniste, mmh, invétéré. Et c'était une concession qu'avait fait Trump, rappelons-le, au Parti républicain à l'époque, quand il l'a choisi comme vice-président, pour s'accorder avec une partie du mmh, finalement, le vice-président, c'est souvent ce que l'on n'est pas soi-même. oui. Et là, J.D. Vance, quelle est votre interprétation? Il se paraît il est extrêmement soutenu. On revient à un article dans le revue de géopolitique du mois d'octobre, hein, dont on rappelle qu'elle est pour une semaine en libre lecture dans sa version papier comme sa version numérique, un article de Laurent Ozon justement sur Peter Thiel, sur ses soutiens de J.D. Vance, qui la mafia PayPal, des libertariens venant de Californie. Comment vous expliquez comment le situeriez-vous dans cette géographie politique américaine, Vance, Lucien? Oui, bah, enfin bon, effectivement. Alors lui, il représente, il incarne, il est le porte-parole du redneck, hein, si j'ai bien compris. En fait, hein, bon, là, j'ai pas suffisamment peut-être étudié la question, mais apparemment, il vient lui aussi du Parti démocrate. Si on parle bien de la même personne, en fait, hein, parce que Le ticket Trump-Vance. hmm, c'est-à-dire qu'en fait, il vient du populisme, en fait, de gauche, en fait, si j'ai bien compris, hein. Je ne savais Enfin, pas. oui, Ça, je oui. ne le savais pas. Il me semble, hein. Donc, et il est bon, ben voilà, il est là pour parler justement, hein, aux ouvriers déclassés, enfin au chômage, aux gens qui finalement vivent dans leur voiture là depuis la crise de 2007. Et il est là pour parler aux pauvres, hein, et, enfin en tout cas aux gens qui vivent dans la précarité, voire dans une situation quasi survivaliste, hein, parce que bon, effectivement, le territoire des États-Unis est immense, et bon, il y a des gens qui en fait arrivent à vivre sans l'État, hein, en dehors de l'État complètement, dans des conditions de précarité, mais finalement qui étaient celles, hein, du Far West, hein, en fait, hein, celles des pionniers, hein, qui effectivement ne pouvaient pas se reposer sur les subsides, enfin sur les aides de l'État, sur la sécurité sociale ou sur je sais pas quoi, un revenu universel, et qui en fait ont développé, hein, cette mentalité effectivement très indépendante par rapport à l'État, et cette mentalité d'autonomie survivaliste, hein. Il y a de plus en plus, hein, il y a aujourd'hui, hein, effectivement de gens qui vivent comme ça. Donc, et puis qui sont un peu dégoûtés de la politique, enfin qui ne sont plus, qui se disent bon, en fait tout ça ne sert à rien, c'est un peu, ils sont tous pourris, hein, c'est l'expression française. Euh, donc, C'est un peu représenté par Robert Kennedy Jr. aussi, ça, hein, qui, oui, euh, qui a apporté son soutien à, hmm, à Trump. alors, Robert Kennedy, apparemment, a plutôt l'oreille des milieux intellectuels, plutôt de côte Est, qui sont encore au Parti démocrate. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire, parce que bon, enfin, les intellectuels sont, pour la plupart, hein, votent encore pour le Parti démocrate.
Il leur reste à comprendre que c'est pas dans leur intérêt. Mais bon, apparemment, Kennedy, ce serait plutôt celui qui va parler et qui va chuchoter à l'oreille des intellectuels new-yorkais. Hein, on a publié aux éditions Culture et Racines le livre justement d'un de ces intellectuels qui s'appelle Stuart Ewen. Hein, j'en ai fait une préface. C'est un des livres qui m'a le plus influencé dans ma vie. En fait, c'est un historien de la publicité et qui quelque part en fait représente le courant situationniste aux États-Unis. Bon, c'est quelqu'un de très brillant et qui mais qui vote encore pour le Parti démocrate. Voilà, qui n'a pas compris qu'en réalité la critique du spectacle aujourd'hui, elle est au Parti républicain. Faut jamais oublier ça. Hein. Le Parti républicain, comme la droite conservatrice, pendant des décennies, voire des générations, n'avait pas d'idées. Les idées, elles sont à gauche fondamentalement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la gauche, en général, n'est pas au pouvoir, et donc, en quelque sorte, elle n'exerce pas le pouvoir, et donc, en quelque sorte, ça produit un effet réactif qui consiste à critiquer le pouvoir. Et donc, c'est à la faveur de ce processus critique que les idées émergent. Mais bon, la droite, en général, elle exerce le pouvoir, elle est aux affaires, et donc elle n'a pas besoin de penser, hormis pour optimiser ses stratégies de domination. C'est la gauche qui pense de manière critique l'exercice du pouvoir, et donc qui pense de manière critique la société. Et c'est comme ça depuis des Et générations. on voyait bien Lucien Cerise. Moi, je me souviens très bien dans mes études supérieures, avoir croisé à certains moments ces fameux, dont vous faisiez donc peut-être partie, même si vous êtes plus jeune que moi, mais en tout cas aux aînés, cette gauche internationale situationniste. Ah ben, Et je me doutais, même s'ils étaient encore à ce moment-là très marqués par la gauche, et moi pour ma part j'ai toujours été un salaud de droite, un salopard de droite, mais je savais qu'un jour on ferait cause commune. Ouais. Ouais, Voilà, c'est ce qui s'est passé, voilà. Donc, concernant Stuart Ewen, je ne sais pas exactement où il en est, mais il avait fait un communiqué sur Twitter il y a quelques années, au moment, je crois que c'était pendant la campagne qui opposait Trump à Biden, donc en 2020 ou 2019, pour dire non, mais votez Biden. Voilà, c'est sans aucune ambiguïté. Voilà, mais justement, tous ces intellectuels n'ont pas encore compris que le wokisme, c'est la barbarie. Même si ça prend comment dire, l'apparence d'un discours critique contre le pouvoir. Parce que c'est ça le wokisme, ça consiste en fait à attaquer ce qu'ils appellent les dominants ou toutes les figures normatives, l'hétéronormativité. Le LGBT, c'est ça, c'est la lutte contre l'hétéronormativité. Comme si les hétérosexuels persécutaient les transsexuels. On les cherche encore. Il n'y a pas vraiment d'objet dans ce débat-là, quoi. C'est essentiellement de l'imaginaire. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, le monde intellectuel états-unien, aujourd'hui, a encore une lourde tendance à voter pour le Parti démocrate. Et Kennedy serait là pour justement leur faire comprendre que non, maintenant c'est terminé. Il y a une recomposition des ingrédients, une recomposition. La pensée critique aujourd'hui est à droite, quoi, en réalité. Voilà. Et on a vu justement des phénomènes paradoxaux. Contradictoires, contre-intuitifs, comme par exemple un certain George Soros, qui a fait fortune à Wall Street, qui a fait fortune dans la finance. Donc, normalement, c'est quelqu'un de droite. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui fait fortune dans la finance anglo-américaine, je suis désolé, c'est pas quelqu'un de gauche. Mais aujourd'hui, on considère que cet individu finance finalement des mouvements de gauche. Donc là, c'est pour ça, là, les mots n'ont plus de sens à ce stade. Il faut tout redéfinir. Et aujourd'hui, en réalité, la gauche est le mouvement politique du grand capital, en fait, beaucoup plus que la droite, qui est finalement qui s'est au bout des. En fait, en France, ça commence ce basculement, c'est avec la manif pour tous, en réalité. Où en fait, d'un seul coup, je me suis retrouvé, mais alors vraiment sans aucun problème, à droite, en fait, puisque j'étais dans les manifs, etc.
Donc là, on a vu encore une fois un Pour un partage. contempteur de la société du spectacle, c'est évident que ce spectacle LGBT ne pouvait vous faire que grande horreur, évidemment. Voilà. Et donc, bon, comme je suis cohérent avec moi-même, hein, bon, voilà, donc j'ai adhéré à la Manif pour tous, et puis, enfin, en gros, au conservatisme en règle générale, quoi, qui est en fait effectivement le mouvement, enfin la mouvance idéologique qui permet le mieux de lutter, hein, contre le spectaculaire, le spectacle et le capitalisme devenu image. C'était l'expression de Guy Debord. Le simulacre. Voilà, ça c'est Baudrillard, hein, qui est un de mes maîtres à penser, et Tout est. donc voilà, mais qui lui-même était qualifié de réactionnaire, hein, sur la fin de Oui, sa vie. d'ailleurs, je lisais Baudrillard, j'aimais beaucoup Oui, Baudrillard. oui. Non, mais c'est donc voilà, bon, en gros, les gens de gauche cohérents aujourd'hui sont à droite, voilà, tout simplement. Maintenant, il faut le faire comprendre aussi aux États-Unis, hein, et bon, Alors, oui, bon, non, je vous en prie, vous pouvez terminer, hein, je finissez votre phrase. ouais. Hein. Enfin bon, faut le faire comprendre aux États-Unis, hein, parce que bon, là, ils sont en période électorale, mais aux Français d'abord, puisque nous sommes Oui, Français, nous sommes en exactement. Oui. France. Voilà, Jamais mieux série que par soi-même, commençons. voilà. Charité bien ordonnée, comme on dit. Mhm. Commence par soi-même. Même, Peut-être, Lucien Cerise, aller sur. Vous parliez des révolutions de couleurs. Il y a des tentatives, j'ai l'impression aujourd'hui, on est dans l'actualité de la semaine. Géorgie, Moldavie, ça continue. Ils ne mhm. s'arrêteront jamais. Bah oui, parce que bon, c'est une formule qui marche, hein. Enfin bon, qui marche pas à chaque fois, faut avouer. Mais parfois, bon, comme par exemple en Égypte, là en 2000, dans le cycle qui va de 2011 à 2013, il y a eu un putsch, donc enfin une révolution colorée, un dite printemps arabe en Égypte, qui a porté au pouvoir l'homme des frères musulmans. Et puis un an plus tard, un contre-putsch, hein, donc les militaires reprennent le contrôle de la situation et place le maréchal, enfin le général, je sais plus, enfin Si, place si. Sisi au pouvoir. Voilà, donc voilà, donc ça marche pas toujours. D'ailleurs, par exemple, en Ukraine, en fait, l'opération militaire russe doit justement en fait rembobiner la cassette, hein, c'est-à-dire en fait annuler les effets, hein, du putsch de 2014 et même du putsch de 2004, en fait, hein, puisque la première révolution colorée en Ukraine, c'est 2004, hein, pour annuler le résultat de l'élection présidentielle. D'ailleurs, je fais un aparté, mais c'est ce qui nous pend au nez, hein, en France. À On est bien supposer d'accord. que le Rassemblement national gagne la présidentielle en 2027, on aurait le soir même tous les réseaux Soros, tous les réseaux mondialistes, tous les réseaux wokistes, islamo-gauchistes, etc., dans la rue. Hein, c'est d'ailleurs ce qu'ils s'apprêtaient à faire cette année. Et pour une révolution colorée qui serait appelée Intifada. Et oui, en fait, les éléments de langage sont en train, hein, de se mettre en place. Là, on a vu Réjouissance. enfin, un membre de LFI, hein, qui appelait à l'intifada dans la rue. Hein, bon, il sera en première ligne, hein, en 2027, hein, si le Rassemblement national ou quelque chose dans ce style, enfin, c'est-à-dire en fait un parti globalement, comment dire, antimondialiste, l'emporte. C'est sûr et certain. Et ce sera au nom de l'intifada. C'est pour ça que tous les mots. Plus que Glucksmann, parce on avait pensé à un moment donné, avec la dernière quinzaine de la haine, une montée de Glucksmann plutôt. Mais, mais Intifada, ils mettent peut-être, de toute façon, on connaît les anglo-saxons, mettent toujours deux fers au feu. Puis ils prennent celui Ouais, ouais. qui Ah bah, rejoint. Glucksmann sera dans la rue, hein, lui aussi, hein, enfin, pour Oui, manifester contre le oui, fait. oui, bien sûr, c'est l'Israël de gauche, oui, bien sûr. Donc évidemment, ils sont avec leurs frères d'Intifada. Oui, oui, mais c'est vrai. De toute façon, ces deux, à nouveau, se donnent la main. C'est toujours très dangereux. Voilà. Et on verra, et aussi, bon, a priori, comment dire, des associations incompatibles, hein, mais comme on l'a vu en Ukraine. Comme on a vu en Ukraine, sur la place centrale dite Maïdan, on voyait des néo-nazis et des LGBT, hein, Ensemble. manifester. Alors bon, à distance quand même les uns des autres, hein, parce que bon, sinon il y a des risques de friction, hein. C'est comme par exemple les zones
dans les stades. En fait, hein, il faut séparer les supporters voilà. Mais bon, à la fin, bon, ils peuvent se retrouver quand même et fusionner, hein, contre un ennemi supérieur. Hein, c'est toutes les logiques finalement d'ingénierie sociale résumées par Carl Schmitt. Hein, le geste fondateur de la politique, c'est la désignation d'un ennemi. Tout à fait. Ce qui permet Fonction de alignée. créer des coagulations. Hein, c'est le terme d'ailleurs était à la mode à une époque, hein, au moment des bonnets rouges. On parlait de la coagulation des forces de droite, des forces populistes de droite et de gauche. Hein, bah, c'est comme ça qu'on a gagné le référendum de 2005 contre le projet de constitution européenne. C'est parce qu'il y a eu addition, hein, coagulation. Convergence des luttes, c'est ce qui Voilà. avait été dit à l'époque. Ouais. C'est ça, voilà. Et en fait, et donc coagulation des forces anti-européennes, enfin anti-européistes de droite et de gauche. Je me souviens d'une manif à Versailles où j'étais, où on avait José Bové et Olivier Besancenot qui animaient le cortège anti-européiste de gauche. Et puis vous aviez Dupont-Aignan, et puis aussi, enfin bon, bref, des gens comme ça qui animaient le cortège de droite. À un moment, les deux cortèges ont commencé à se rencontrer, et là, Ouais. les flics en civil enfin infiltrés, hein, dans la manif, sont intervenus pour commencer à lancer une bagarre générale. Et voilà. Pour que justement les groupes ne se rencontrent pas. Et donc la bagarre en fait a commencé. Hein, et je voyais, enfin ça je l'ai vu de mes yeux, hein, quand un flic, on appelle ça les appariteurs, hein, quand un flic tombait au sol et se retrouvait prêt à être lynché, bah, il sortait son badge, hein, police, et il leur mettait, enfin son badge, son brassard plus exactement, pour s'exfiltrer lui-même, parce que d'un seul coup, un brassard police, bon, ça crée une espèce il y a une forme de sacré, quoi. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était en 2005. Donc on va pas frapper, on va pas lyncher un type à terre qui porte un brassard police. Tout ça, c'est des choses que j'ai vues de mes yeux. À l'époque, j'étais justement, alors on appelait ça les nonistes, hein, ceux qui étaient contre, hein, ceux qui ont voté non au référendum. Et bon, bah, je faisais partie des nonistes, là plutôt de gauche à l'époque. Bon, bah, Oui, bien sûr. mais j'ai compris, hein, je me souviens de Bruno Gollnisch à la télé qui disait, voilà, on a gagné justement par coagulation, et là je me suis dit, j'ai peut-être des choses finalement à partager avec ces gens. Voilà. Et de fait, maintenant, oui, voilà, c'est évident. Vous avez doublé le RN par sa droite maintenant. Comme un certain nombre, hein, d'ailleurs. Voilà. Et tous ces mécanismes, hein, de coagulation, de dissolution des groupes, etc. En fait, bon, comme c'est aussi des choses que j'ai vues de mes yeux, en fait, hein, là, que je donnais je rappelais cette anecdote là. Bon, en fait, bah, c'est formateur justement sur les questions d'ingénierie sociale. Hein, on voit que c'est comme ça que ça marche. Et ce qui s'est passé donc en Ukraine pendant l'hiver 2013-2014, c'était la même chose. Hein, la CIA et les réseaux Soros ont réussi à faire travailler ensemble des gens que tout oppose, hein, donc des LGBT et des nazis, mais en leur désignant, hein, un ennemi commun, hein, qui a permis en fait de créer une sorte de coagulation. Bon, en respectant. Ça s'appelle un SA. Comment? Ça s'appelle un SA. Oui. Non, du SS. Oui, c'est la nuit des longs couteaux. Et donc voilà. Et en fait, bon là, le même travail est à l'œuvre, hein, en France aujourd'hui, hein, pour mettre dans la rue, faire descendre dans la rue, hein, des gens qui seront en mesure de faire une révolution colorée. Donc là, sur le modèle de 2004, c'est-à-dire pour annuler le résultat de l'élection présidentielle. Et le mouvement sera appelé Intifada par la branche de gauche. Il y aura peut-être une branche de droite, j'en sais rien, mais qui utilisera un autre nom. Hein. C'est pareil, il y a toujours plusieurs noms en fait, hein, au mouvement, enfin à ce genre de mouvement. Et puis. Non, mais vous l'avez dit, ça sera une alliance, en effet, de ce qu'on appelle les juifs de gauche. Alors, il faut jamais généraliser quoi que ce soit. On fait très attention, hein, sur l'ensemble de ces médias, mais de gens comme Glucksmann, alliés. Finalement, ils rejettent aujourd'hui au sein du NFP, l'alliance de l'ensemble avec le LFI, mais le jour venu, en effet, vous avez parfaitement raison, ça va coaguler tout ça. Bah oui. Bah, de toute façon, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, avec son kéfier sur les épaules, nous ont demandé de voter pour Macron.
aux législatives. Bon, Ouais. voilà, donc là, déjà, on voit en fait à quoi sert l'extrême gauche. C'est en fait l'extrême gauche, y compris antisioniste et pro-palestinienne, ça sert à faire du rabattage électoral sur le mondialisme, à la fin. C'est tout, ça n'a pas d'autre utilité. L'altermondialisme, mais qui finit par être un mondialisme. Oui, voilà. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils seront dans la rue contre nous. Ah oui, ah oui. Et en fait, donc voilà, bon, donc ça, c'est pour ça, en fait, les mouvements de société, ou les mouvements révolutionnaires sont toujours des puzzles, en fait, des espèces de costumes d'arlequins, en fait, qui ne sont jamais totalement uniformes, totalement homogènes sur le plan des idées. Ce sont Quand des. c'est homogène, ça marche pas. On l'a vu, regardez avec la manif pour tous. Oui, voilà, ouais. Trop homogène. Peut-être, oui, oui, oui. Et, Il y avait beaucoup de monde, mais il mhm, manquait quelque chose probablement pour tout emporter. Ouais. mhm. Et donc voilà, donc on a affaire à des phénomènes hybrides, qui sont toujours des phénomènes composites. Et donc, c'est ce qu'on voit aussi, par exemple, en Moldavie. Je connais un Ouais, peu le dossier, d'accord. parce que je suis allé 2 fois en Moldavie à l'invitation de Yuri Rouchka, qui est en fait un politicien, comment dire, qui était vice-président, je crois. Non, non, j'oublie. Enfin, il a eu des responsabilités assez élevées en Moldavie. Je sais plus. Enfin, il était assez haut au niveau du gouvernement. Et puis en 2017, il lance une initiative, le Forum de Chisinau. Chisinau, c'est le nom de la capitale de Moldavie. Et pour essayer de faire exister les mouvements conservateurs, mais aussi dans le registre du soft power. Pas uniquement sur le plan électoral, mais aussi pour doter les conservateurs moldaves d'un arsenal intellectuel. À l'époque, ils étaient associés à la Russie, puisque Alexandre Douguin, le philosophe, était présent. Et puis, il a ramené ses moyens à lui aussi, tous ses réseaux. Et le président de Moldavie était également présent, en fait, pendant le deuxième forum de Chisinau. Il y en a eu 4 ou 5 en tout. Bon, moi, j'étais au deuxième et au troisième. Et au deuxième, qui était le plus réussi, là où il y avait le plus de monde, il y avait effectivement la présence physique du président de Moldavie. Donc, Igor Dodon. Voilà. Tout ça, en fait, pour essayer justement de faire un pendant, pour essayer de faire un contre-pouvoir au réseau Soros. Moi, en 2017, c'est ce que j'avais vu à Chisinau, c'est que, par exemple, vous vous promenez dans les rues, vous tombez sur le ministère des Affaires étrangères. Il se trouve que le ministère des Affaires étrangères de Moldavie avait été renommé ministère des Affaires étrangères et de l'intégration européenne. Voilà. Et c'était vraiment au fronton du bâtiment, donc avec les lettres, comme dire, la charte graphique officielle, etc. Donc c'était officiel. Voilà. Donc ce qui se passe récemment là, comment dire, le référendum plus ou moins raté par les européistes, en fait, c'est qu'une conséquence de choses qui se mettent en place, de processus qui se mettent en place depuis des années. Bon, finalement, ils n'ont pas eu le succès escompté, puisque ce sont les Moldaves de l'étranger qui ont donné la victoire au oui dans ce référendum. Ce qui prouve que finalement, le travail de Yuri Rochka pour finalement diaboliser l'Union européenne, mais à juste titre, finalement, ça a porté ses fruits, puisque les Moldaves qui vivent en Moldavie ont dit non à l'intégration européenne. Ça, les preuves ont été données. J'ai regardé un peu, ce sont des sources qui sont au-dessus de tout soupçon. C'est la diaspora moldave qui a fait gagner les partisans du oui à l'intégration européenne. Donc des gens qui sont déjà partiellement occidentalisés, qui ont finalement accepté une forme de décadence des mœurs et qui ne sont plus désenracinés. Ce sont Mhm. déjà un peu des cosmopolites. Mais il y a la même chose en Pologne, c'est un pays que je connais bien, qui fait gagner à chaque fois les progressistes. Donald Tusk, là, qui a gagné, par exemple, les dernières législatives, ce sont les Polonais de l'étranger. Presque à chaque fois. Alors évidemment, les progressistes, les mondialistes en fait, en Pologne, ont aussi quelques bastions, notamment Gdansk, la grande ville portuaire, et puis Varsovie. Enfin bon, bref, les grandes villes de l'Ouest
et du Nord, qui sont des villes qui sont déjà un peu cosmopolites. Enfin, bon, pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'immigration en Pologne, mais du moins qui sont dans cette un peu idéologie internationale Oui, et hors sol. dans la société ouverte. Voilà, parce que c'est cool d'être. Open society, voilà. Oui. C'est ça, voilà. Et qui vote pour les conservateurs, eh bien, c'est le Sud et l'Est. Hein. En fait, les régions, très plus enracinées en fait dans leur culture slave, parce que moins proche de l'Occident. Hein, parce que bon, la frontière ouest de la Pologne, c'est l'Allemagne. Hein, faut toujours rappeler. Donc ils sont très influencés par l'Allemagne. Et puis bon, la frontière nord, c'est la Baltique. Donc bon, là, c'est les grandes villes portuaires, avec tout ce côté un peu effectivement cosmopolite qui vient qui vient des échanges commerciaux et éventuellement intellectuels. Mais bon, et donc voilà, bon, on voit bien, enfin, hein, je veux dire, la répartition des rôles et des résultats électoraux. En Pologne, c'est parfaitement clair. En Moldavie, c'est beaucoup plus petit, donc il n'y a qu'une seule grande ville en réalité, c'est la capitale. Et donc bon, c'est encore plus facile à voir. Hein. Donc voilà, mais si effectivement les Moldaves de l'étranger, hein, de la diaspora à l'étranger, n'avaient pas donné la victoire finalement sur un fil, Sur hein, un fil au dernier moment. Oui. au dernier moment, il y aurait eu des manifestations, hein, pour refaire un nouveau référendum, pour Non, mais annuler. bien sûr, mais comme toujours, jusqu'à ce que ça marche. Voilà, Le c'est ça. Danemark a connu ça, par exemple. Il a fallu C'est 3 ou ça. 4. Jusqu'à ce qu'on vote oui ou non, éventuellement. Mais bon, enfin, en On tout a cas, fait la même chose avec la Nouvelle-Calédonie, ça marche toujours pas, ils veulent toujours pas de leur indépendance. ouais, ouais. Étonnant. Voilà. Et c'est ce qui a été fait donc en Ukraine en 2004. Hein. La révolution orange avait pour fonction d'annuler le résultat de la présidentielle pour que les Ukrainiens votent bien, hein, au troisième tour. Le troisième tour qui n'existe pas dans la constitution ukrainienne. Hein. Ça, c'est ce que Poutine avait rappelé un jour. Bon, donc c'est transgression de la constitution, transgression de la loi en fait. Hein. L'anomie derrière ce légalisme de façade. Oui. Et, euh, et tout ça, ça se prépare en France, hein, en ce moment, essentiellement dans les milieux de gauche et d'extrême gauche et d'ultra gauche. Voilà. Donc il faut se cultiver, hein, sur ces questions-là pour justement repérer les modes opératoires, et le modus operandi, et pour justement être capable d'y répondre, hein, quand C'est ce sera. essentiel, en effet. Voilà. Et vos propos, Lucien, sont particulièrement éclairants sur ce risque de révolution de couleur qui, en effet, nous pend au nez. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Euh, pour terminer cet entretien, Lucien Cerise, peut-être aller vers la Russie, guerre avec l'Ukraine, et puis Kazan, un autre monde qui n'est justement pas le monde dont on venait de parler, qui se constitue et qui devient, par un basculement, de loin la principale polarité, mais non dans un monde bipolaire, mais dans la pluralité de la vie et du monde multipolaire. Mhm. Bah, là encore, moi je suis très partagé. En fait, bon, malgré tout, je penche quand même plus dans un sens que dans l'autre. Mais faut savoir que en fait, ce Sud global, hein, qui émerge est utilisé, hein, par le wokisme, hein, comme un argument pour décoloniser le monde de l'Occident, hein, déjà premièrement, mais décoloniser l'Occident de l'Occident aussi. Hein. Non mais Oui, décoloniser c'est le l'Occident. problème. Moi, je suis tout à fait d'accord pour décoloniser le monde de l'Occident, hein, mais pas en Occident. C'est chez nous. Non, mais vous voyez le problème. Il faut lire, hein, la C'est prose vrai. du Parti des indigènes de la République, hein, qui en fait révèle, hein, le véritable agenda, hein, de l'extrême gauche woke, mélanchoniste, etc., en France. En fait, c'est la valise ou le cercueil pour les Français de souche. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils écrivent littéralement, nous allons décoloniser la France des Et Français. d'ailleurs, ce sera le cercueil, Lucien Cerise, puisqu'il n'y a plus d'aucun endroit où aller. Donc la valise, mais pour aller où? Donc là, cette fois-ci, ça sera clairement le cercueil.
Voilà. Et puis bon, oui, pour aller où, effectivement, il y aura L'Algérie peut-être encore, on pouvait au dire. compte-gouttes, enfin des gens qui auront le statut d'exilés, d'asile politique, hein, voilà. Bon, mais globalement, bon, voilà, je veux dire, les Européens autochtones sont chez eux en Europe. Hein, en fait, d'ailleurs, les Occidentaux, enfin les Blancs, ne sont chez eux qu'en Europe. Hein, en fait, hein, effectivement, la logique de décolonisation, y compris raciale, soutenue par la gauche aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est la gauche qui est raciste. Hein, c'est aussi un renversement un peu paradoxal, hein, mais c'est la réalité. Hein, la gauche pratique le racisme anti-blanc, mais sans aucun complexe. Hein, il se lâche complètement, hein, et il faut lire toute la prose des antifas ou des indigénistes. Hein. Anti-blanc et anti-chrétien. C'est ça, voilà. Et anti-juif, hein, parce que, alors c'est aussi quelque chose qu'il va falloir traiter, hein, et gérer, c'est le fait que cette gauche woke met dans le même panier les juifs et les chrétiens. Oui. Voilà. Et c'est pas à nous de choisir. Hein. Vous voyez? Parce que bon, moi, enfin, déjà, premièrement, je suis pas croyant, mais bon, je suis chrétien au Et ça, sens. c'est un piège. C'est un piège, justement, en mettant les juifs et les chrétiens en même temps. Il nous pousse vers Netanyahou, il nous pousse vers cet autre aspect Et auquel oui. nous attend. Il y a toujours ces deux faces. C'est Mhm. un même mal. L'immense erreur, et c'est entre autres l'erreur, à mon avis, de Netanyahou, c'est d'identifier le mal dans une de ses composantes. Tout Ouais, le ouais. mal est dual. Du diable, ça vient, la racine, c'est deux. Mhm. Il y a toujours ce double aspect. Et c'est pour ça que, en fait, les sionistes et les antisionistes sont d'accord au moins sur un point, c'est la solidarité, hein, de l'Occident et d'Israël. Ça, c'est le seul point sur lequel ils sont d'accord, hein, et la solidarité des juifs et des chrétiens. C'est ce que nous dit Netanyahou. Nous dit notre guerre, c'est votre guerre, en s'adressant en fait au public français de souche, chrétien, culturel. Mais C'est il ça. faut savoir que l'extrême gauche considère aussi, enfin l'extrême gauche woke anti-française considère aussi que les juifs et les chrétiens sont solidaires. Oui. Donc en fait, ils vont décoloniser, hein, la France, l'Europe, l'Occident, des Juifs et des chrétiens. Donc bon, en fait, on est, excusez-moi, c'est un mot qui a 5 lettres. On est dans la, vous voyez, on est dans la panade, pour rester Ça poli. commence par un M. Et- non mais Ah ouais. donc bon, enfin voilà, comment sortir, hein, de ces grands blocs idéologiques, en fait, qui désignent, hein, l'Européen autochtone comme finalement une cible donc soit en fait à pirater, hein, c'est ce que Netanyahou essaye de faire, il essaye de pirater, hein, la sensibilité des Occidentaux pour les ramener vers lui. Et puis inversement, vous avez les anti-occidentaux, hein, en fait, et puis les anti-français en France, qui disent de toute façon, c'est vrai, effectivement, et nous allons d'ailleurs en fait décoloniser la Palestine des sionistes, et puis on décolonisera l'Europe des Européens, puisque de toute façon, ils participent de la même culture, de la même civilisation judéo-chrétienne, hein, et c'est des blancs, c'est patriarcal, c'est le capitalisme, c'est voilà tout ce que la gauche n'aime pas aujourd'hui. Donc il faut vraiment avoir présent à l'esprit ces deux grands blocs idéologiques, et nous on est pris entre les deux. Voilà. Et donc là, il faut faire une espèce de gymnastique intellectuelle permanente, hein, et puis Ouais. surtout voir quel est notre intérêt, mais au cas par cas. Hein, moi, c'est un peu Aujourd'hui, en fait, on ne peut plus, hein, finalement se laisser guider par une idéologie parce que en fait, elles sont toutes contre nos intérêts. Hein, là, je parle des deux grands blocs, hein, enfin, que je viens de décrire, et qui sont incarnés aux États-Unis par le Parti républicain et le Parti démocrate. Hein, et donc, Il avec. faut vivre sans la boussole idéologique. On est amené, C'est ça. conduit à cela. Oui. Voilà, on est dans le chaos. Hein, donc, en fait, il n'y a plus de grands récits, hein, qui seraient valables, hein, à travers le temps, hein, éternellement et en tout lieu, hein, en tout temps et en tout lieu. Donc, il n'y a plus que des situations ponctuelles. Hein, il n'y a plus que des. On est dans la tactique. Je pense qu'il va falloir, bon, avoir comme stratégie simplement une stratégie de survie. Moi, non, mais franchement, hein, pour moi, les partis souverainistes en France, là, les 4 ou 5 partis, pour moi, ils ne sont pas souverainistes, ils sont survivalistes, en fait. Euh, c'est Et moi, on sent Giorgio.
Moi, je me considère comme survivaliste. Hein. Alors, je vis pas à la campagne et je fais pas des réserves de boîtes de conserve. Mais bon, il y a un survivalisme en fait urbain, hein, citadin, qu'il faut développer. Hein. Aujourd'hui, on en est là en fait. Hein. C'est-à-dire que Est-ce qu'il ne faut pas ressortir de la matrice en hébreu, justement, et pas en juif, en hébreu, ressortir de cette espèce d'état de matriciel totalement aliénant, lié à finalement à un esclavage, une volonté d'esclavage total de l'humanité et d'une prison des peuples. Ouais. Bah, je pense que ce n'est pas possible. Voilà. Enfin, j'ai essayé, j'y suis pas arrivé. Et puis les gens qui essayent, en fait, n'y arrivent pas vraiment. Enfin, les gens qui vivent en autonomie complète à la campagne, Ah oui, bon, ça. Non, c'est pas vrai. L'homme est un animal social. Zoon politikon et politique. C'est un animal ouais. politique. C'est bien sûr que c'est pas possible. Mm. Et puis de toute façon, bon, enfin là, moi, mon livre, La gouverner par le chaos, m'a été inspiré par l'affaire de Tarnac. Hein. Hein, c'est en fait les mêmes questions, les mêmes problématiques se posent en fait, se posaient dans les années 2000. Hein, l'affaire de Tarnac, bon, je rappelle rapidement, c'est Oui. un groupe de jeunes intellos d'ultra gauche qui décident d'acheter un corps de ferme, enfin bref, de s'installer à la campagne pour fuir la ville. Ils avaient bien raison. Enfin, je veux dire, c'est humain, je comprends tout à fait. Le problème, c'est que, en fait, ils se sont retrouvés encerclés par les brigades de l'antiterrorisme à 5 heures du matin, la porte défoncée. 3 heures après, ils étaient pieds, poings liés, menottés sur l'île de la Cité à la préfecture de police, au prétexte d'un attentat terroriste qu'ils n'avaient pas commis. Voilà. Bon, donc moi, ça m'a servi un petit peu, ça a fait une douche froide à l'époque, parce que c'est les milieux dans lesquels j'évoluais. J'avais croisé des gens de ce groupe de Tarnac dans les squats parisiens ou à la fac. J'ai jamais été dans leur premier cercle d'amis, même pas dans le deuxième. C'est juste des gens que j'ai croisés, quoi. Voilà, comme ça, par-ci par-là. Bon, et puis bon, je lisais leur prose en fait, notamment le livre L'insurrection qui vient, publié aux éditions La Fabrique, et qui disait voilà comment faire la révolution. Eh bien, on va saboter, par exemple, les voies de communication de l'État. Par exemple, les voies ferrées. Voilà. Et c'est pour ça que Alain Bauer les a accusés. Parce que apparemment c'est vraiment lui le cerveau derrière l'opération antiterroriste, les a accusés quand il y a eu des vrais sabotages de voies ferrées. Enfin, le ministère de l'Intérieur a accusé ce groupe de les avoir réalisés. Il y en a encore eu dernièrement, juste avant les JO. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, on a reparlé de l'affaire de Tarnac dans les médias à ce moment-là. Mais bon, il se trouve que le sabotage de 2008 avait été revendiqué par des écologistes allemands. Voilà, mais 3 mois après les faits. Donc bon, le dossier était clos fondamentalement. Sauf que, bon, premièrement, malgré tout, par effet de surprise, enfin pas par effet de surprise, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant la revendication, bon, les membres du groupe, de ce groupe, de toute façon, ont été en détention provisoire et leur projet d'installation à la campagne a été anéanti. Alors ensuite, ils sont sortis de prison enfin, en tout cas, où ils ont pu retourner sur leur lieu de vie à Tarnac ou à Rouen, parce qu'en fait, c'était un groupe qui était sur 3 villes essentiellement, Paris, Rouen et Tarnac. Il y en a qui sont retournés à Rouen, d'autres qui sont retournés à Tarnac, et puis, voilà. Mais bon, enfin, c'est quand même des vies... Enfin, en fait, c'est pas forcément... Enfin, bon, par exemple, Julien Coupa était pendant 10 ans, si je me souviens bien, en liberté surveillée, c'est-à-dire avec l'obligation de venir signer au commissariat toutes les semaines et avec interdiction de sortir d'un certain périmètre. Bon, tout ça, en fait, c'est ce que le pouvoir profond, le pouvoir peut déployer mais sans effort. En fait, c'est-à-dire que vous cotisez, vous rassemblez votre épargne pour acheter quelque chose à la campagne avec l'idée, avec des idées très sympathiques, mais en claquant dans les doigts, le ministère de l'Intérieur peut anéantir tous ces projets-là et quasiment sans effort. Donc il faut vraiment bien comprendre quel est l'état du rapport de force. C'est-à-dire que bon, tant qu'on n'est pas finalement en capacité de diriger Big Brother, en fait, on n'est rien. Et on l'a bien vu en 2020. D'un seul coup, du jour au lendemain, on était enfermé à la maison.
donc dans une immense prison, hein, avec 1 heure de sortie par jour autorisée. Hein, c'était vraiment la promenade là, dans la cour de Fleury-Mérogis. Hein, c'est à peine une métaphore ce que je dis là, hein, puisque de fait c'est ce que nous avons vécu. Donc bouclé dans notre cellule avec 1 heure de promenade par jour. Et ça, c'est l'État qui l'a fait, hein, avec l'OMS hein, évidemment derrière. Et puis mais faut bien comprendre que le rapport de force, en fait, bon, est quand même très en faveur hein, de Big Brother. Voilà, donc soit vous le contrôlez, soit il vous contrôle. Enfin, c'est ma conclusion, la conclusion à laquelle je suis arrivé. Et donc finalement, j'ai opté, à une époque, j'étais plutôt dans la tendance anarcho-libertaire de la gauche, et puis après, je suis revenu sur une base étatiste, donc marxiste au sens, je dirais, historique du terme, hein, puisque la gauche se divise en 2 grandes tendances, la tendance étatiste, hein, marxiste-léniniste, et la tendance anarcho-libertaire, anti-étatiste ou municipaliste, hein, avec La des gauche, soviets, des la syndicats, gauche etc. socialiste utopique, le Proudhon, oui, bien sûr. Voilà. Bon, enfin, puis de toute façon, bon, maintenant, je suis plus dans ces milieux-là, mais bon, c'est un peu les 2 jambes de la gauche, en fait, hein, les 2 grandes tendances. Mais bon, moi, aujourd'hui, je prône vraiment, en fait, hein, une reconquête des institutions, donc une reconquête de l'establishment, une reconquête de l'État profond, hein, une reconquête des ministères, une reconquête de toutes les institutions, hein, une reconquête institutionnelle, parce que sinon, nous restons, sinon, en fait, on déserte le champ de bataille des institutions. Et à ce Mais est-ce que moment-là, c'est pas trop tard? Est-ce que c'est pas trop tard cette solution? Que c'est bah, comme la guerre culturelle, est-ce que c'est pas trop tard? je considère, non, je pense que, enfin, bon, on peut, enfin, non, je ne pense pas que ce soit trop tard. Voilà, je ne pense pas. Je pense que et puis de toute façon, en fait, c'est la seule solution. Voilà, bon, voilà, c'est ça ou rien, en fait. Hein. On Si est vous dos ne au croyez mur. pas en la providence, oui, c'est la seule. Voilà, on est dos au mur. Hein. C'est soit on reprend le contrôle de l'état profond, soit on disparaît. On est rayé, hein, on est génocidé littéralement. Hein, et là, bon, Mais c'est alors, en cours, ça. oui, oui, c'est en cours, bien sûr. Oui. C'est donc oui, effectivement, hein, Israël génocide les Gazaouis, mais bon, nous subissons nous aussi, hein, Européens autochtones, un génocide physique, culturel, qui ne se cache pas d'ailleurs. Hein, c'est le terme anglais, c'est la cancel culture. Hein, c'est la culture de l'annulation. Annulation de quoi? De cette culture occidentale, jugée impérialiste, colonialiste, capitaliste, patriarcale, judéo-chrétienne, etc., etc. Voilà, donc là, j'essaie de vraiment reconstituer en fait l'état du rapport de force comment dire pour justement en fait, pour faire une cartographie hein, en fait de la situation, de cette situation chaotique. Hein, j'essaie de faire une cartographie du chaos. C'est bon, ce qui est forcément un peu difficile, hein, Oui, ce qui peut expliquer bon que c'est émouvant, il ne cesse le- évidemment. Il y a des grumeaux ici, il y a c'est ça. des Voilà. siphons là. Mmh. Et c'est pas facile, hein, et c'est pour ça, bon, parfois je cherche mes mots, je bute sur certains mots, c'est parce qu'en fait, bon, j'essaye de restituer quelque chose, en fait, qui est au-delà des mots, en réalité, hein, parce que ça dépasse toujours hein, la définition des mots. La droite et la gauche n'existent plus, bon, voilà, on est dans une recombinaison perpétuelle, hein, ils sont, C'est ce qu'on appelle une pensée en mouvement, tout simplement, qui en effet a dû se débarrasser de ces petites béquilles. Hein. Les béquilles, c'est l'idéologie. ouais, Prête ouais, à penser, c'est aussi tout à l'aspect fait. peut-être cérébral, peut-être faire l'expérience aussi. Euh, Ça fait partie de l'incarnation. Rester incarné, parce que être enraciné, c'est être incarné. Ils sont Oui, totalement désincarnés, ils nous désincarnent. tout à Euh, fait. Si vous avez un mot de conclusion, Lucien Cerise, et sinon, ben, on a passé déjà 1 heure et demie très agréable ensemble. C'est pour ça que j'aime ces longs formats, Mm. euh, et je crois qu'ils conviennent parfaitement au type d'expression et d'intelligence qui est la vôtre, qui ne passe Mm. pas par des slogans, par martelés, mais une pensée en mouvement. Oui, oui.
Alors, bien que j'organise en fait des formations où je fais des ateliers de création de slogans, justement pour apprendre Oui. justement à se doter des armes de l'adversaire, puisque l'ennemi en fait lui nous pirate le cerveau littéralement avec des slogans et avec des mèmes par exemple en fait, c'est-à-dire des images ou des petites phrases, des idées, des mots clés, des éléments de langage qui sont souvent donc très ramassés parce que c'est plus efficace que les longs développements. Les longs développements, bon, en fait, si vous essayez de pirater une population pour faire de l'ingénierie sociale sur cette population, il vaut mieux utiliser des formes courtes. Là, bon, on a pris 1 heure et demie effectivement pour discuter. Moi, ça me permet effectivement, enfin, c'est un exercice aussi de prise de parole en public pour essayer d'articuler dans une forme sémantique cohérente le chaos, en fait, pour essayer de reproduire une cartographie langagière, linguistique de la situation. Qui est pleine d'hétérotélie, en fait, de phénomènes en fait, de contradictoires, avec des effets boomerang en permanence. Et donc bon, voilà. Bon, moi j'invite en conclusion, j'invite les gens à se former à l'ingénierie sociale, à toutes ces techniques, à toutes ces méthodes de piratage du cerveau individuel, mais aussi des masses. Le cerveau collectif, c'est le terme, l'opinion publique. L'opinion publique, c'est l'expression d'un cerveau collectif. Alors, c'est jamais totalement homogène, il y a toujours une majorité et une minorité, ou des minorités. Faut savoir comment c'est structuré, parce que bon, si on veut effectivement réaliser cette reconquête des institutions, ça passe par une guerre culturelle au préalable. Et en fait, bon, la guerre culturelle, nous ne l'avons pas perdue. On l'a peut-être pas gagnée, mais on l'a pas perdue. Pour l'instant, on est dans un bras de fer. Et en fait, ça penche d'un côté par moment, et puis par moment, ça penche de l'autre côté. Et donc là, moi, je pense qu'il faut se battre en fait, mais il faut aimer aussi le combat. Donc lisez ou relisez Nietzsche. C'est vraiment le philosophe du combat, le philosophe du rapport de force. C'est vrai que mes camarades de gauche de l'Internationale civilisationniste étaient Nietzschéens, mais je ne l'avais pas oublié. Ouais. Moi, je pratiquais plutôt Heidegger, mais il y avait de Heidegger de gauche aussi. Bon. Eh ben, très bien. Merci beaucoup pour ce long échange passionnant, éclairant, Lucien Cerise. On ne vous a pas souvent dans nos matinales, donc on en profite pleinement quand c'est le cas. Merci de vous être rendu disponible et on vous dit à très bientôt. Il va y avoir à nouveau des éléments du chaos qui vont venir rebattre les cartes prochainement. Donc on fera appel à vous. Merci beaucoup, Lucien Cerise. Merci. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.